Alors, Diane Barbary, est doctorante en enseignement supérieur à l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario à l'Université de Toronto. Sa thèse, sous la direction de Glenn Jones, porte sur les politiques publiques relatives à la mobilité internationale étudiante sortante au Canada, Ontario, Québec et le niveau fédéral, et dans 3 pays européens, Angleterre, France et Allemagne. Avant de rentrer au Canada en 2013 pour entamer son doctorat, Diane était responsable de l'enseignement supérieur et mobilité des jeunes à l'ambassade du Canada en France. Et sa communication va porter donc sur la défense et l'illustration de la mobilité internationale étudiante sortante au Québec et au Canada. Merci beaucoup et je dois dire que je suis ravie d'être ici. C'est la première fois que je participe au colloque ACFAS et je suis ancienne de McGill. Donc je ne pensais pas faire une présentation académique universitaire à mon premier alma mater. Donc j'ai eu mon bac spécialisé ici en littérature française et québécoise, donc littéraire à la base. On va voir où ça nous mène. Je présente ici quelques résultats préliminaires d'une partie de mes recherches doctorales où j'étudie, où mes recherches portent sur les politiques publiques relatives à la mobilité internationale étudiante sortante. Donc on va entendre demain un de mes collègues de l'Université de Toronto, Oleg, qui va parler du recrutement des étudiants étrangers. On entend souvent parler. Moi, je m'interroge sur le sens inverse. Est-ce que nos étudiants canadiens sortent? Est-ce qu'ils vont à l'international, oui ou non? Et quelles sont les politiques publiques qui sont en place pour faciliter ou faire obstacle, ce n'est pas très politiquement correct, mais qui font obstacle à ce mouvement vers l'extérieur? Je propose de casser un peu avec, et je me tourne à nos amis français, avec la présentation en 3 parties avec 3 sous-parties. Ça fait 3 ans que je suis à Toronto, donc je me suis mise à l'anglaise. Donc le contexte de mon étude, quels sont les concepts clés, ma méthodologie, quelques cadres conceptuels, les résultats préliminaires au Québec, parce que je fais une étude comparée, et je vais en parler tout à l'heure, mais je regarde qu'est-ce qui se passe au niveau fédéral au Canada et dans 2 provinces, l'Ontario et le Québec. Et ensuite, comme ce n'est pas assez grand, je compare avec l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Et ici, je me limite aux réponses que j'ai eues à des entretiens que j'ai menés au début du mois de février ici à Montréal. Ensuite, on va voir ce que ça a donné et je vous laisse la parole pour qu'on ait une bonne discussion. Pour ceux qui ne travaillent pas dans cette mobilité internationale, d'après l'OCDE et l'Institut de statistique de l'UNESCO, en 2013, plus de 4 millions d'étudiants effectuaient leurs études à l'étranger. Donc, ce sont des étudiants qui sont partis faire un diplôme à l'étranger. Au Canada, selon notre constitution de 1867, l'éducation est de la compétence ou la responsabilité de nos provinces. Donc, on ne parle pas d'un système d'éducation canadien ou au Canada, mais des systèmes. Donc, on a 10 provinces et 3 territoires. Donc, l'éducation est provinciale, mais l'international est fédéral. Donc, qu'en est-il de l'éducation internationale? Ah, c'est une belle zone grise. Et ayant travaillé pour le gouvernement fédéral, je peux dire que on pense qu'il y a une certaine marge de manœuvre là-dedans. Donc, qu'en est-il? Le gouvernement du Canada, donc au niveau fédéral, avait commandé un rapport, plusieurs rapports, dont un qui a vraiment un impact énorme, c'était le rapport Cunin, qui, bon, en 2008, on n'avait pas trop entendu parler, mais en 2010, ce rapport a fait fureur, parce que Rosalind Cunin et ses associés avaient chiffré la valeur de chaque étudiant international qui venait ici au Canada. Et donc, chaque étudiant, en moyenne, dépensait 33 000 $ par année. Donc, en finale, par an, ces étudiants étrangers rapportaient 8 milliards de dollars
à l'économie canadienne. Donc, je vous rappelle qu'on est dans l'ère Harper, donc notre Premier ministre économiste. Et du coup, et je pense que c'est une belle suite à la présentation qu'on vient de voir, du coup, l'être humain est devenu un chiffre. Et nous, à l'ambassade où je travaillais, nous avons eu nos ordres. Suite à ce rapport Cunin de 2010, il y a eu un comité consultatif qui a été nommé pour étudier cette question d'éducation internationale. Le rapport Chakma est sorti en 2012. En 2013, donc, qui a parlé de quelle devrait être la stratégie de l'éducation internationale pour le Canada. En 2013, suite à ce rapport Chakma, le budget, il y a eu 23 millions de dollars qui ont été alloués à l'éducation internationale. 10 millions pour le marketing, le branding du Canada à l'international pour attirer plus d'étudiants. Et 13 millions à l'organisme MyTax et à leur programme Global Links, donc pour aider les étudiants à faire des stages à l'étranger un peu, mais à attirer des étudiants étrangers pour venir étudier dans nos universités et faire des stages ici, en espérant qu'ils restent. Et en 2014, on suit la chronologie, le Canada, pour la première fois, a eu sa stratégie en éducation internationale. Alors, qu'est-ce que la presse a repéré? Donc, je suis désolée, mais j'ai juste des manches en anglais. Donc, Canada souhaite doubler le nombre d'étudiants internationaux. Ottawa cible l'augmentation des étudiants de 6 régions prioritaires. Et le gouvernement conservateur va investir 20 millions de dollars en ciblant des étudiants de la Chine, de l'Inde, du Mexique et du Moyen-Orient. Donc, je vous dis tout à l'heure, dans nos ambassades, nous avons eu nos ordres. Et on parle souvent maintenant des league tables. Des tableaux de classement, pardon. Nous avons eu, notre ministère de Citoyenneté et Immigration Canada à l'époque, c'était le nom, publiait chaque année le nombre d'étudiants qui venaient au Canada. Et nous attendions avec grande impatience pour savoir est-ce que nous avions réussi à augmenter le nombre d'étudiants dans nos pays respectifs. Donc moi, à l'ambassade à Paris, j'attendais, j'allais voir mes collègues à l'immigration en disant « Mais quels sont les chiffres? Quels sont les chiffres? Est-ce qu'on a augmenté? On était à 10 000 l'année dernière, est-ce qu'on a eu 12 000? » Et malheureusement, c'est comme ça qu'on a procédé. Le gouvernement visait 450 000 étudiants d'ici 2022, basé sur les chiffres de 2010. Et en 2014, on était déjà à 212 000, donc on faisait une bonne progression. Mais qu'est-ce qui se passait dans le monde? Donc au Canada, on était à fond dans l'attraction ou le recrutement, mais on ne disait jamais ce verbe, des étudiants étrangers. Donc le monde, c'est un peu grand comme titre. Mais ce que je regardais moi, j'ai été étudiante étrangère, j'ai géré un programme d'échange à Paris, j'enseignais aux étudiants étrangers et ayant assise dans mon bureau à Paris, je regardais ce qui se passait dans les pays autour de moi. Et depuis 2009, les pays mettaient en place des cibles, mais pour le nombre d'étudiants sortants. Et c'est ça qui me fascinait. L'Union européenne avait visé 20% d'étudiants sortants pour 2020. Le Royaume-Uni avait mis en place une stratégie de mobilité sortante, parce que leurs chiffres étaient très bas aussi. En France, la loi Fioraso de 2012 avait inscrit dans une clause que la France souhaitait que chaque étudiant ait l'occasion d'avoir une opportunité, d'avoir une expérience internationale. Et l'Allemagne, en lisant cette cible de 20%, lui dit
20% est déjà à 30%. Nous, on vise 50% à moyen terme. Et les États-Unis avaient déjà des initiatives de 100 000 pour la Chine et 100 000 pour l'Amérique latine. Et nous, on était à fond dans l'attraction des étudiants. Il y avait aussi le rapport Erasmus qui montrait que, effectivement, ceux qui étudiaient à l'étranger ou qui avaient cette expérience étaient moins susceptibles d'être au chômage et étaient plus entrepreneurs. Donc, effectivement, si on remonte en arrière un peu, le rapport Chakma avait dit, oui, il faut ou on peut attirer plus d'étudiants. Donc, ça, c'était la première recommandation. La deuxième était de mettre en place un programme de mobilité sortant, et qui n'a jamais été pris ni par le gouvernement, ni par la presse, et ça figure, mais à peine. Il y a une ligne et on sent que, c'est l'avant-dernière ligne dans la stratégie. Ah oui, il faut penser à cet échange, cette mobilité réciproque. Donc, où en sommes-nous? Pour ceux qui travaillent avec les statistiques canadiennes, statistiques entre beaucoup de guillemets, vous savez que nos données sont faibles, pauvres. On ne compte pas le nombre d'étudiants qui sortent. L'OCDE et l'UNESCO, en fait, se basent sur les chiffres donnés par les pays qui accueillent nos étudiants. Donc, ça capte une partie de ce qui se passe et c'est le chiffre qu'on a pour ceux qui partent faire leur diplôme à l'étranger. Et donc, ça représente à peu près 3,4% de nos étudiants. L'Université Canada avait fait un sondage et selon leur sondage, donc d'après leurs membres, 3% de nos étudiants de premier cycle à temps plein ont eu une expérience internationale en 2012-2013, 2,6% pour des crédits. Donc nous sommes très loin de l'Allemagne avec 20% et plus. Donc pour moi, comme je dis, j'étais dans mon bureau, cette question me tracassait l'esprit. Et c'était devenu un problème de ce que j'appelle un problème de rhétorique canadienne déséquilibrée. J'entendais ce discours, il faut attirer plus d'étudiants. C'était mon boulot, en partie. Mais les questions que je me posais, mais qu'en est-il de nos étudiants? Qui revendique pour eux d'acquérir une expérience internationale à l'étranger? Qui participe à l'élaboration des politiques publiques chez nous? Et que disent-ils à propos de cette mobilité internationale étudiante sortante, MES? Quelle valeur donnons-nous à la mobilité internationale étudiante sortante? Et au final, c'est vraiment la question qui me tient à cœur. Quel type de société créons-nous? Donc, mon étude, quelles sont les politiques derrière et quelle est la valeur de cette mobilité sortante? J'étudie les politiques publiques et les programmes et je mène des entretiens semi-structurés et donc j'écoute attentivement les discours de mes intervenants. Je fais cette étude comparée, comme je vous ai dit, au Canada. Je regarde le niveau fédéral, l'Ontario et le Québec, c'est deux provinces parce que ce sont les deux provinces avec le plus d'étudiants universitaires, avec des philosophies différentes, avec des langues différentes. Et je compare avec l'Angleterre, la France, l'Allemagne. Et a priori, je reste entre 2005 et 2015 à peu près. Mais bon, parfois 2016, je vais quand même lire le budget de cette année. Parce que 2005-2015, je me suis aperçu que c'est la parenthèse Harper. Donc je me suis dit, on va voir s'il y a un petit changement et où on va. Et donc la question, est-ce qu'on rate le coche? Est-ce qu'on manque le bateau? Les concepts clés, valeurs, mobilité internationale étudiante sortante et étudiants. Mon étude est qualitative, donc je mène des entretiens. Je fais cette étude au niveau juridictionnel. Donc déjà, je ne regarde pas les étudiants, je ne leur demande pas pourquoi est-ce que vous partez ou vous ne partez pas. Quelle est votre expérience? C'est pas ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les étudiants et sur ces questions qui font excellent travail. C'est pas moi. Je ne regarde pas non plus ce que font nos établissements universitaires.
encore une fois, il y a d'autres personnes qui font des recherches là-dessus. C'est très bien. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le niveau juridictionnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau gouvernemental, au fédéral, en Ontario, au Québec, et qui participe à l'élaboration de ces politiques publiques juridictionnelles. Je me limite au niveau universitaire, donc je ne vais pas regarder ce qui se passe au niveau des cégeps au Québec ou au collège communautaire. Et pour les étudiants, je me limite aux étudiants à temps plein et pas des postdocs. Et c'est déjà énorme. Je vais voir si le doctorat va se réduire un peu, mais pour l'instant, c'est sur cette base que je prends des données. Et ce que je propose de vous présenter, c'est les premiers résultats que j'ai eus de mes entretiens ici à Montréal en début février. Quand je réfléchis à la question de la valeur, je me suis tournée vers des théories en relations internationales, en économie politique. Donc, comment est-ce que les réalistes décrivent la valeur? Est-ce que mes intervenants vont parler de la valeur pour le pays parce que ça nous donne plus de pouvoir? Est-ce que les gens vont parler en termes plutôt néolibéral? C'est l'individu qui a plus de valeur sur le marché de l'emploi après son retour dans son pays ou quand il va aller ailleurs? Ou est-ce que je vais entendre des gens qui vont parler plutôt en termes d'échanges culturels, de relations culturelles, donc plus dans l'esprit cosmopolite? Pour les approches analytiques, il y a Durkheim, Gustave Le Bon qui avait dit dans son ouvrage Psychologie des foules que les institutions et les lois, en fait, représentent l'âme ou le caractère d'une société. Donc pour moi, c'est la justification d'étudier les lois et les politiques publiques. Qu'est-ce que ces lois et ces politiques publiques nous révèlent de nous-mêmes? Je suis littéraire à la base. J'ai utilisé la théorie sociocritique qui dit que dans le roman, on voit la société. Marc Angenot, prof ici à McGill, un de mes anciens profs, avait pris cette théorie et l'avait élargie à tous les documents. Donc, qu'est-ce que les lois, etc., nous disent sur la société? Quand je pense à l'élaboration qui participe, j'ai conçu ce modèle et donc je procède par secteur. Qu'est-ce que le secteur universitaire dit quand il existe? Le secteur d'éducation internationale, des affaires, les étudiants, donc les associations des étudiants, les autres ministères, les fonds de recherche et autres. Ensuite, je fais une grille d'analyse pour voir où les gens se situent. C'est ce que je vais vous présenter. Donc, les résultats préliminaires. On vient de voir ce cadre conceptuel, mais je réfléchissais à comment est-ce que je peux rendre ça visuellement clair, parce que c'est quand même beaucoup d'infos. Et j'ai pensé à des feux de circulation. Donc, où est-ce que j'en suis dans mes recherches et dans mes résultats? Donc, évidemment, l'objectif idéal est celui-ci. Tout se passe bien, j'ai eu tous les entretiens que j'ai souhaités, tout le monde a dit oui, j'ai trouvé tous les documents, c'était formidable. C'est là où j'en suis avec le Québec. Et encore, ça ne dit pas tout, parce que vous n'avez plus de secteur universitaire. Avec la grève étudiante, il y avait la CREPUC qui a un peu sauté, donc vous n'avez, si je ne me trompe pas, vous n'avez pas d'organisme qui parle avec une voix pour les universités. Donc c'est pour ça que je dis le secteur a sauté. Pour le secteur d'éducation internationale, vous avez, j'ai pensé, donc la CREPUC avait été remplacée par le BCI, le Bureau de coopération internationale. Donc je suis allée les voir. Ils ne travaillent pas trop dedans. Donc j'étais comme, oh, est-ce que ça va basculer en rouge? Mais non, vous avez logique, les offices jeunesse international Québec. Donc vous restez en vert, parce que j'ai pu leur parler aussi. J'ai envoyé des invitations à mon étude au secteur des affaires, personne ne m'a répondu. Le secteur étudiant, c'est un peu compliqué ici. J'ai eu un entretien avec le vice-président de l'Union étudiante Québec et je n'ai jamais eu de retour de l'AC.
Donc, mais je garde espoir. Je reste optimiste toujours. Pour les ministères, ça c'était intéressant. Donc, j'ai envoyé ma demande, donc, comme toute bonne chercheuse, donc j'ai ciblé la personne m'a répondu, tout allait bien, et du coup j'ai eu une réponse de quelqu'un d'autre qui disait, non, on va procéder comme on fait d'habitude, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un en personne, envoyez-nous vos questions et nous allons recueillir des réponses et vous les envoyer. Ah, donc vous n'aurez pas ces réponses parce que je ne les ai pas encore. Et les fonds de recherche, mais là, c'était le bonheur total. J'ai pu rencontrer chaque directeur scientifique de chacun des fonds et votre scientifique en chef. Yes. Et donc, au lieu de vous parler de vos programmes, de vos politiques publiques, j'ai pensé prendre les quelques minutes qui restent à donner la parole à mes intervenants, à mes participants. Parce que la question que je me pose, mais quelle est la question clé que je pose à chacun des intervenants dans chacune des juridictions? Quelle est la valeur de cette mobilité sortante pour insérer la juridiction, donc pour le Québec? Pas pour l'individu, pas pour l'université, pour le Québec. Et là, je me demande, est-ce que je peux avoir 2 volontaires? Idéalement, un homme et une femme, pour lire les citations, parce que vous allez le faire mieux que moi. Olivier, homme ou femme? Comme tu veux. OK. Et vous êtes? Emmanuel. Oh, super, merci beaucoup. Donc, Olivier et Emmanuel vont lire les citations. Donc, on va commencer, donc on va suivre ce modèle conceptuel que j'avais. Et Céline Cloutier du BCI. Quelle est la valeur de la mobilité sortante pour le Québec? C'est essentiel, les gens reviennent. Ça devient des étudiants internationaux, des gens avec une ouverture, une curiosité que, ici, tu n'as pas. C'est très enrichissant pour le personnel, mais pour la société aussi. Puis, on en aurait bien besoin, surtout cette semaine. Oui, donc je vous dis, cet entretien a eu lieu quelques jours après les événements malheureux à Québec. Donc, c'est la référence de surtout cette semaine. Donc, Claude Bédard, BCI. Ça change un individu et puis on a tous à ce moment-là la possibilité de changer un petit peu autour de nous. La société a vraiment besoin de ça. Stéphane Carrier, donc bonhomme de logique. Et je pense aussi l'importance qu'on doit accorder à la mobilité, c'est de faire des citoyens aussi beaucoup plus éclairés. On parle du vivre ensemble actuellement. Un jeune qui va avoir à faire plusieurs expériences à l'international, au niveau de la perception d'autrui, c'est complètement différent. Donc, on fait des citoyens beaucoup plus épanouis, aussi avec des jeunes, qui ont voyagé à l'international. Il manquait des mots. Michel Robitaille, directeur général de Logique et ancien délégué général du Québec, qui vient de rentrer de Paris. Moi, je pense que je vois comme premier citation. J'aurais pas dû me volontaire. L'expérience internationale permet aux jeunes d'acquérir des valeurs, d'acquérir des compétences, que ce soit de l'autonomie, que ce soit l'ouverture à l'autre, que ce soit la façon de s'exprimer, et qui aide à son employabilité, et qui l'aide dans son cheminement professionnel. Pour le Québec, c'est très important. Ces jeunes-là sont, entre guillemets, des ambassadeurs. L'avenir passe parce que ces jeunes-là vont faire dans tous les secteurs d'activité. Donc, si on ne favorisait pas cette mobilité et qu'on était enfermés sur nous-mêmes, on passe à côté de plein de choses. Guillaume Raymond, donc, de l'Union étudiante Québec. Ça permet des échanges, ça permet une meilleure compréhension du monde. Je pense qu'effectivement, si les individus se côtoient, apprennent à se connaître, sont confrontés à ces différentes cultures-là, vivent ce dépaysement-là, ça ne peut qu'enrichir à terme la collectivité qui va en bénéficier de cet individu-là qui a vécu ces expériences-là. Je rappelle la question, quelle est la valeur de la mobilité sortante pour le Québec? On est à Maryse Lassonde du Fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie. To become ambassadors of the excellence of Quebec, but they also built links between the labs that welcome them and the labs in Quebec. Est-ce que vous êtes capable de traduire ça? Pour devenir des ambassadeurs de l'excellence du Québec, mais aussi pour créer des liens entre
Les labs. Les laboratoires. Les laboratoires, OK, qui les accueillent, et les laboratoires de Québec. Au Québec. Et j'assume totalement, parce qu'en fait, il va y avoir 2 citations en anglais. Et je ne pensais pas que j'allais venir à l'ACFA. Et les gens étaient super sympas et pensaient à ma thèse. Donc, ces citations en anglais vont m'aider pour ma thèse. Donc, Ronaldo Batista. De Valle used to bring back new ideas to get air into the system, to develop an international outlook. You know, you get out there and see the world. To me, it's a tremendous value, very important, but right now, it's not very trendy. Donc, la valeur est de ramener des nouvelles idées, d'avoir une bouffée d'air dans le système, de développer une perspective internationale. Vous savez, aller là-bas et voir le monde, pour moi, c'est d'une valeur exceptionnelle, c'est très important, mais en ce moment, c'est pas très populaire. Et donc, ça, c'est le Fonds de recherche du Québec Santé. Louise Poisson, Fonds de recherche du Québec, Société et culture. L'intérêt d'aller à l'étranger, c'est justement de s'ouvrir sur le monde, puis de comprendre, de créer des liens. C'est un parfait cliché, ce que je dis là, mais de s'ouvrir à des cultures autres et aux capacités aussi des autres, à s'ouvrir à notre propre différence. On apprend beaucoup par des obstacles et des défis. On comprend que les incompréhensions qu'on vit, que les gens ne comprennent pas exactement ce qu'on veut dire, ce qu'on fait, ça nous permet nous-mêmes de jeter un regard sur nous, sur notre acceptation de l'autre et de la différence. Et le dernier, c'est Raymond Quirion, scientifique en chef du Québec. Ça permet de tisser des liens qui vont être bénéfiques à long terme. La valeur ajoutée ou l'avantage pour nous au Québec, c'est vraiment l'ouverture du Québec et d'avoir des liens à long terme avec des collègues dans des pays étrangers. C'est vraiment là-dessus qui est le plus important. Puis des fois, ça se traduit avec en commerce. Des fois, ça se traduit par des activités du côté culturel, etc. Donc, je testais ma grille d'analyse. Et, parce que bon, je veux savoir si ça marche. Et comme vous constatez, comme vous avez entendu, merci beaucoup Olivier et Emmanuel, parce que pour ceux qui sont auditifs, ça aide. C'est plus plaisant. Comme vous avez pu constater vous-même, il y a beaucoup de discours qui parlent de cette ouverture, de la valeur de l'échange, de ces relations culturelles. Donc, on est plutôt dans la colonne cosmopolite. Logique, on a un petit X sur le néolibéralisme, mais c'est comme un effet secondaire. Si ça peut aider le jeune sur le marché de l'emploi, tant mieux. Mais ce n'est pas l'objectif principal dont Stéphane Carrier et Michel Robitaille parlaient pendant les entretiens. J'avais quand même laissé une colonne autre, parce que je me suis dit, je me base sur 3 théories dominantes en relations internationales, mais il y a peut-être d'autres raisons, une autre valeur, je ne sais pas. Et effectivement, et là, j'avais tiré un peu des thèmes que j'avais entendus dans d'autres juridictions, soit au niveau fédéral, soit en Ontario. Et les intervenants parlaient de la valeur. Bon, c'est une question d'équité, de justice sociale, donc ce n'est pas juste l'élite. Donc, on veut donner à tous les étudiants cette expérience, parce que si ça les aide sur le marché, bien, on veut que tous les étudiants puissent en profiter. Certaines personnes parlaient d'une connaissance disciplinaire plus profonde, parce qu'on apprend plus ou mieux ailleurs. L'épanouissement personnel, de nouveaux horizons, on découvre de nouvelles nourritures, de saveurs différentes, etc. L'ouverture de notre société, l'importance du réseautage, c'est ce qu'on avait entendu parler notamment de Maryse Lassonde, dans des fonds de recherche, ou pour certaines personnes, ça allait de soi. C'est important de le faire, point à la ligne. OK, je consacre une colonne à ça aussi. Donc, ce que j'ai pu recenser, basé sur ces entretiens ici au Québec, il n'y avait pas de question d'équité sociale ou de justice sociale. Vous n'avez pas entendu parler d'une meilleure connaissance disciplinaire non plus.
L'épanouissement personnel, oui. Et ce qui est pour l'instant spécifique au Québec, c'est cette question d'ouverture de notre société. Quand nos étudiants vont revenir, ils vont apporter des choses qui vont bénéficier ici. Donc nous, ici au Québec, on va apprendre et le résultat. Et donc ce qui m'a frappé dans cette question d'ouverture, c'est cette approche de ce que j'appelle l'humilité culturelle que j'ai entendue. Donc il n'y a pas une question de « on est québécois, on sort, on sait tout ». On va propager nos connaissances. C'était vraiment tout le contraire. Il y a des choses à l'extérieur, donc on va apporter beaucoup de choses, mais on va aussi beaucoup apprendre. Et ça va nous servir et ce sera une bonne chose. Et donc, pour revenir sur le titre de la présentation, la défense et illustration de la langue française, en fait, je me suis basée sur ce livre français, parce que, comme je dis, je suis ancienne littéraire et je l'ai étudié ici, à McGill même. Et donc, je me suis basée sur ce livre pour ma présentation où je fais un plaidoyer en faveur de cette mobilité sortante. Mais j'espère garder un visage neutre lors des entretiens. J'aimerais reconnaître que ces recherches ont le soutien financier du Conseil de recherche en sciences humaines. Et maintenant, la parole est à vous pour les questions et la discussion. Merci.